Bonjour à tous et bonjour à toi, Jean-Luc. Je suis hyper content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Jean-Luc, tu es entrepreneur, tu es coach, tu es assez particulier dans tes enseignements parce que tu lis l'entrepreneuriat, tu lis également avec la spiritualité. Et puis surtout, Jean-Luc, tu as écrit un bouquin qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Business Bénédiction. Ce livre m'a vraiment inspiré. Je ne l'ai pas lu, je l'ai étudié. Tu vois, je l'ai étudié. Il y a plein de marques. Non, ce livre m'a rappelé vraiment beaucoup de choses. D'abord, félicitations, bravo pour ce que tu as fait, pour ce que tu as écrit, parce que on voit que ça vient du cœur. C'est vraiment ton écriture, c'est ta marque à toi. C'est pas des choses que tu as été pioché à droite et à gauche. Ça vient vraiment de toi. Ça vient aussi de ton expérience. Pour moi, c'était vraiment nouveau de découvrir un livre comme ça. Je pense que les entrepreneurs vont avoir beaucoup de plaisir à le découvrir. Business Bénédiction, c'est ce que je vous recommande de lire. Jean-Luc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Puis après, bien sûr, je vais te poser des questions par rapport à Business Bénédiction, mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la présentation? Écoute, non, merci beaucoup de m'accueillir. Merci, voilà, merci à ton audience aussi de nous suivre. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de pouvoir unir ces deux mondes, comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat et la spiritualité. Pour la petite anecdote, à l'âge de 12 ans, j'ai créé ma première entreprise qui n'était pas une start-up dans la Silicon Valley, mais une petite entreprise de cartes postales à l'époque de Noël. Donc, quelque chose d'assez light, mais quand même, c'était mes premiers pas dans réfléchir, comment vendre, comment en parler, etc. Et la même année, figure-toi que j'ai eu une vocation spirituelle puisque je voulais devenir prêtre. Tout ça la même année. Donc pour moi, à mes 12 ans, l'entrepreneuriat et la spiritualité sont tous les deux venus me chercher et ça m'a pas quitté. J'ai continuellement créé des projets et continuellement marché sur un chemin mystique, sur un chemin spirituel, dans cette double quête de comprendre comment est-ce qu'on crée des choses sur Terre et en même temps, comment est-ce qu'on y insuffle une petite part de magie, une petite part d'esprit, une petite part de bénédiction, puisque c'est ça le thème de mon livre. Et j'essaye de réunir ces deux mondes et ce livre est une première tentative, si je puis dire, de réunir ces deux mondes et d'essayer de proposer aux personnes de penser l'entrepreneuriat de manière plus globale, que ça puisse être à la fois rentable, bien sûr, efficient, parce que on n'a pas envie d'y passer énormément de temps pour pas gagner d'argent, évidemment, mais aussi kiffant. On veut aussi prendre du plaisir, aussi aligné, parce que on veut aussi faire les choses de manière sage et au service du vivant. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important d'avoir cette pensée-là dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, en gros, mon travail et ce que j'essaye de faire comme auteur et comme consultant pour les entrepreneurs. Génial, Jean-Luc. J'aimerais qu'on s'arrête sur deux points que tu as soulignés, business très rentable et business efficient. Comment on peut avoir aujourd'hui un business très rentable, donc gagner de l'argent, tout en étant ultra efficient? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ultra efficient? J'imagine que c'est peut-être entreprendre sans beaucoup d'efforts, avec du temps libre, c'est ça? Tu peux nous expliquer la relation entre les deux? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut être extrêmement rentable en travaillant 80 heures par semaine. Et pour certaines personnes, c'est super et c'est leur kiff et c'est leur vie et c'est super chouette. On peut aussi avoir des résultats qui sont extraordinaires en travaillant 2 fois moins de temps, simplement en travaillant d'une autre manière, en utilisant d'autres types de leviers qu'on peut utiliser comme l'automatisation en termes techniques, mais on peut aussi utiliser la délégation. Moi, c'est plus mon cas. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des humains, j'aime beaucoup voilà, développer de l'efficience en travaillant avec des personnes qui ont des compétences, qui ont du temps, qui ont des choses voilà, qui peuvent partager avec moi en échange d'une rémunération. Donc l'efficience pour moi, ça passe vraiment par l'effet de levier. La rentabilité, ça passe davantage par une sorte de regard sur le marché, de regard sur l'époque et de se dire, tiens, euh, où est l'argent en ce moment? Où va l'argent en ce moment? Et puis de se dire, est-ce que je me positionne là-dessus ou pas? Pour ma part, par exemple, l'intelligence artificielle est quelque chose d'extrêmement rentable, la drogue aussi. Ce sont deux marchés sur lesquels j'ai décidé de ne pas me positionner parce que j'y trouve pas de sens pour moi. Il y a pas, voilà, ça n'a pas trop de sens en termes de rentabilité pour moi. Tu as oublié le sexe également, mais bon, c'est encore autre Oui, chose. oui, bah oui, le fameux. C'est ça. Mais c'est la réalité, hein.
C'est juste important d'avoir ce regard de réalité, je pense, de voir est-ce qu'il y a un marché? J'ai un projet, j'ai une idée, c'est super. Mais est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a moyen de bâtir quelque chose de rentable là-dessus? Donc, j'essaie d'unir à la fois beaucoup de lucidité sur les choses et en même temps, oui, c'est pas parce qu'il y a de l'argent à faire à cet endroit-là qu'on est obligé, nous, de le faire. Et c'est là où rentre la notion de sagesse que j'essaie d'apporter. Ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu partages à un moment qu'il y a quelques années, tu étais surendetté, je crois, il y a 4 ans, enfin, dans le livre, c'est ce que tu mets. Il y a 4 ans, tu étais surendetté, tu étais stressé, et tu es passé aujourd'hui à quelqu'un donc, qui avait beaucoup de difficultés, entre autres financières, à quelqu'un de rentier. Donc, comment tu as fait, enfin, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous donner la recette pour passer de surendetté à rentier en moins de 4 ans? Ouais, alors c'était pas il y a 4 ans, parce que depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais c'est en 4 ans que je suis passé en effet, de cette situation où j'avais 80 000 € que j'allais devoir débourser et j'avais 0 € sur mon compte. Et donc, je ne savais pas comment j'allais générer autant d'argent pour pouvoir rembourser les impôts. Et en Belgique, quand tu peux pas payer tes impôts, bah, c'est les huissiers, c'est en vente à maison, en vente forcée. Voilà, je pense que c'est la même chose en France, mais en Belgique, en tout cas, c'est assez. On rigole pas avec les impôts. Donc, j'étais vraiment dans une situation qui était extrêmement précaire. Je me voyais déjà aller vivre chez ma belle-mère avec ma femme et ma fille, ce qui n'était pas tout de suite la vision de la réussite que j'avais en me lançant dans l'entrepreneuriat. Mais c'était vraiment la situation très concrète dans laquelle je me trouvais. Et donc, au bout de 4 ans, comme tu le dis, je suis à ce qu'on appelle un petit rentier. C'est-à-dire que mes frais sont couverts par un de mes actifs. Donc, je pourrais m'arrêter, entre guillemets, de travailler, euh, ce qui est, voilà, ce qui est une situation assez extraordinaire. J'ai zéro dette 4 ans après. Tout est payé, ma maison est payée. Enfin bref, je me retrouve dans une situation wow, incroyable en si peu de temps. Alors, la recette, je pense que je l'écris, enfin, je la décris dans mon livre, ce que j'ai mis en place pour faire ça. Ça a été, je pense, deux choses. La première, c'est d'arrêter de vouloir passer en force et de partir d'un espace de moi où je me suis dit, foutu pour foutu, on va essayer de faire les choses de manière amoureuse, faire les choses en se respectant. Je ne sais pas si je vais arriver à générer cet argent, mais tout a commencé le jour où je me suis dit, je ne le ferai pas en me brûlant dans le stress, en essayant de passer en force. Et je pense que ça a été la clé pour moi, de commencer en me disant, je vais m'aimer dans le process, je vais m'écouter, je vais me respecter, et on va amplifier ça progressivement. Ça a été pour moi la clé, parce que j'ai fait 7 ans d'entrepreneuriat avant cela, et tout en force, tout en tentative, tout en essai d'atteindre quelque chose. Et là, je suis juste reparti de moi en me disant, on va faire grandir le truc progressivement, mais on va surtout pas se perdre en cours de route. Je crois que c'est ça qui a fait que j'ai pu tenir le marathon, parce que je crois que la route vers la liberté financière, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Tous ceux que j'ai vu sprinter vers le succès, en fait, ils se sont brûlés juste derrière. Moi, je crois que c'est un marathon. Je crois que c'est beaucoup plus histoire de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'additionne jour après jour après jour après jour, que comment est-ce que je fais pour sauter très haut en une fois. Donc, moi, ma recette, ça a été celle-là. Partir de moi pour tenir dans la durée et faire des choses qui sont de plus en plus efficientes. J'ai vraiment eu cette attention de me dire, tu as le même nombre d'heures dans une journée que n'importe qui. Au début, quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de confiance en moi parce que, ben, voilà, parce que la situation était complexe. Donc, j'ai dû faire avec peu d'énergie et j'ai dû trouver le moyen, en investissant ce peu d'énergie, bah, de le multiplier par deux et puis de ce deux de multiplier par trois, etc., etc., etc. Et cette intentionnalité à être efficient, de faire avec ce que j'avais, mis bout à bout, bah, en fait, on peut être étonné de ce qu'on est capable de créer sur un laps de temps qui est court, mais en même temps, 4 ans, c'est quand même un certain nombre de jours. On peut faire énormément en 4 ans quand on est en train de courir un marathon et qu'on est vraiment attentif à l'efficience. Donc voilà, moi, ça m'a été mes deux clés, ça a été ça, c'est l'amour et l'efficience, si je puis dire. C'est mes deux ingrédients secrets. Merci Jean-Luc. Et tu parles beaucoup dans ton livre de la vision. Et chose étonnante, tu parles même d'une vision à 1 000 ans. Un entrepreneur devrait avoir une vision à 1 000 ans. Alors, tu Hmm. pourrais nous expliquer ce que tu entends par là?
Ouais, absolument. C'est un des concepts que j'aime beaucoup travailler avec mes clients parce que souvent, bon nombre d'entre eux ont une vision assez détaillée à 1 an, parfois à 5, parfois pour certains à 10. Mais quand je leur pose la question de est-ce que tu as une vision à 1 000 ans, en général, dans leur esprit, ça fait pouf, attends 2 secondes, de quoi tu me parles? Et quand ils font l'exercice, ce que ça leur apporte euh, comme, euh, comme avantage, c'est que quand je pense long terme, je peux tout à coup imaginer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'une envergure colossale. Parce que quand je me demande ce qui est possible à 10 ans, bah, je vais quand même me limiter. Mais quand je me dis, si j'ai 1000 ans devant moi, qu'est-ce que je peux réaliser? Là, il n'y a plus de limite. Et le fait qu'il n'y ait plus de limite, ça permet d'imaginer des choses qui sont déraisonnables et l'enthousiasme est toujours plus vivant quand on essaye de réaliser des choses déraisonnables que quand on essaye de réaliser des choses raisonnables. Donc ça explose leur plafond de verre dans ce qu'ils sont capables de penser en termes de réalisation. Et ça, c'est vraiment un des premiers bénéfices à avoir une vision à 1000 ans. La deuxième, c'est que quand on a une vision à 1000 ans, ça nous apporte aussi beaucoup plus de stabilité aujourd'hui. On peut beaucoup plus facilement se sentir en chemin vers quelque chose. On a le temps de faire quelque chose d'extraordinaire. Et quand on a le temps de faire quelque chose d'extraordinaire, ça nous donne aussi plus de calme, plus de paix. On est moins aussi en train de courir après, comme une poule sans tête, après tel objectif, tel objectif, tel objectif. Ça installe une stabilité qui, je l'observe, amène du calme, mais aussi quand on en parle autour de nous, ça attire à nous d'autres types de personnes et d'autres types d'attitudes. Parce qu'on a envie de faire des grandes choses avec des personnes qui ont une grande vision. Tout le monde a envie de ça. On n'a pas envie de faire des petites choses avec quelqu'un qui ne sait pas où il sera dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Ou alors on va prendre le cash très rapidement, mais on ne va pas s'investir sur le long terme. Or, pour faire des grandes choses, on a besoin d'avoir le levier humain. Et les humains aiment s'investir dans des choses de grande envergure avec quelqu'un qui a une grande vision. Et ça, je crois que c'est une clé énorme, même si on est dirigeant de petites ou moyennes entreprises, c'est une clé énorme à avoir. Ça magnétise des gens, ça les fidélise, ça les met en feu. Ouais. Donc, c'est un outil que j'aime beaucoup à partager. J'aime quand tu nous incites à rêver grand. C'est génial en effet, c'est tellement utile. Hmm. Alors, tu nous partages également des conseils pratiques et tu pousses en fait les entrepreneurs à être autonomes dans leur prise de décision et dans la réponse à leurs questions. Et à un certain moment, tu parles de l'importance des questions. Donc, Oui. s'asseoir avec soi-même, faire une introspection quelque part, au calme, se poser, peut-être méditer, et ensuite se poser des questions. J'aimerais bien que tu reviennes là-dessus parce que j'ai trouvé que c'était génial et ça m'a incité à le faire davantage. Et je trouve que l'importance de se poser des bonnes questions, c'est essentiel. Enfin, je vais te donner un exemple de questions que je me suis posées, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, je pense que on ne peut pas poser des actions euh, plus grandes que nos décisions. Et on ne peut pas poser de décisions qui sont plus grandes que les réponses que nous donnons à nos questions. Donc je pense que la qualité des questions qu'on se pose va déterminer la qualité des réponses qu'on va s'offrir et donc la qualité des décisions et des actions qui vont s'en suivre. Donc je pense que prendre le temps de façonner des questions de qualité, c'est-à-dire des questions qui, si j'y trouve une réponse, ont le pouvoir de m'emmener vraiment à un autre niveau, c'est respecter nos capacités mentales. On ne peut pas traiter euh, des milliards de questions tous les jours, mais on peut choisir la qualité des questions sur lesquelles on va focaliser notre attention. Et je crois que les personnes qui ont des très grosses entreprises sont des personnes qui focalisent leur attention à résoudre des questions qui ont un haut potentiel. Et quand on voit les personnes qui galèrent, en général, elles sont occupées à s'agiter mentalement sur des questions qui, même si elles trouvent une réponse à ces questions-là de qualité, ne les emmèneront pas très très loin. Donc, ce que je propose, c'est de prendre le temps d'apprendre à forger des questions de qualité. Et les questions de qualité sont des questions qui, en général, nous font un peu peur. En général, peuvent nous challenger un peu parce que ce sont des questions auxquelles la majeure partie des gens et la société n'arrêtent pas de nous dire c'est impossible, perds pas ton temps, tout ça, tout ça.
alors que je pense que c'est en se posant des questions impossibles qu'on est susceptible de trouver des nouvelles réponses et des nouvelles façons d'aborder les choses. Donc, ouais, vraiment se poser des questions de qualité, c'est un conseil que je donne à tous les entrepreneurs que j'accompagne. Et une question que tu m'as aidé, que le livre m'a aidé à me poser, c'est comment multiplier par deux le chiffre d'affaires de mon entreprise web, par exemple, dans l'année. Parce que c'est vrai que Mm. de temps en temps, on se dit, ouais, déjà, si j'ai une croissance de 20%, ce sera bien. Mais oui, mais pourquoi pas avoir une croissance de 100%? C'est possible, en fait, tout est possible. Donc, c'est vraiment dans notre état d'esprit. Et je trouve que ton livre et ton message incitent à voir plus grand et nous ouvrent le champ des possibles. Donc, je trouve que c'est vraiment génial. Ouais, la bonne façon avec laquelle moi je détecte que je suis sur une bonne question, c'est quand très rapidement, ce qui monte à l'intérieur de moi, c'est pas possible. Ça, j'adore. Quand je me pose une question, tu vois, comme tu le dis, multiplier son chiffre d'affaires par deux. Bon, si je me pose la question de multiplier mon chiffre d'affaires par deux, que je commence à avoir des idées, ok. Euh, j'ai tendance à dire, ok, et si j'essaye de multiplier par 10 mon chiffre d'affaires? Et je vais jusqu'à ce que mon cerveau dise, c'est pas possible. Quand mon cerveau dit, c'est pas possible, je me dis, ok, là, je tiens une vraie question qui vaudrait la peine que je me pose. Parce que si mon cerveau il dit, c'est pas possible, ça veut dire que c'est en dehors de ce que j'ai pu générer, de ce que j'ai pu créer, de ce que j'imagine possible. Et c'est probablement là que je peux trouver de toutes nouvelles façons de faire les choses. Donc, oui, c'est juste un petit tips pour voir quelles sont les bonnes questions à se poser. C'est celles qui, à un moment donné, font hurler notre mental qui dit c'est pas possible. Celles-là, elles sont bonnes, il faut les creuser. Super. J'ai une dernière question pour toi qui m'a intrigué. C'est le week-end légendaire dont tu parles dans ton livre Business Bénédiction. J'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un un week-end légendaire et est-ce que tu connais des personnes qui l'ont mis en place et qui ont eu des résultats? Oui, oui, oui. Alors, Week-end légendaire, moi, c'est une pratique que j'ai mis en place et que je continue de mettre en place. C'est en réalité, c'est quoi? C'est se créer les meilleures conditions possibles pour se poser ces fameuses questions qui nous permettent de passer ailleurs dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que quand on est pris dans le flot des choses, dans la vie de tous les jours, on n'a pas le même niveau de clarté mentale, le même niveau d'énergie que si on est, par exemple, dans un très bel hôtel. Moi, je sais, par exemple, que quand je suis dans un très bel hôtel, je réfléchis pas pareil. Quand je suis dans voilà, je suis dans le hall de l'hôtel ou bien que je prends un café et que je suis entouré de gens qui ont des niveaux de réussite ou des niveaux de succès qui sont largement supérieurs à ceux que j'ai atteints jusqu'à aujourd'hui, je suis dans une ambiance qui est stimulante, qui est les gens sont beaux, les gens sont gentils, il y a un niveau d'attention et de raffinement dans tous les points de contact avec l'hôtel qui m'inspire beaucoup. Et le week-end légendaire, en gros, c'est s'offrir le plus bel hôtel que l'on peut s'offrir pour un week-end et agencer de manière très précise son emploi du temps pour que toute notre attention, toute notre présence soit disponible à s'offrir des questions d'un tout autre niveau, à des questions, des réponses pardon, d'un tout autre niveau, à des questions qui, comme on le disait précédemment, ont le pouvoir de transformer notre entreprise. Parce que quand on se pose dans cet environnement-là, comment je multiplie mon chiffre d'affaires cette année? Comment est-ce que j'impacte deux fois plus de personnes? Comment est-ce que, eh bien, toutes ces questions-là sont susceptibles de venir faire popper des nouvelles idées. Et les nouvelles idées, mises en pratique, ça donne des nouveaux résultats. Donc le week-end légendaire, c'est vraiment une bulle dédiée à cela. Et c'est quelque chose que je recommande fortement. Moi, à chaque fois que j'ai fait des vrais gaps de transformation, euh, eh bien, c'était lors de ce type de week-end. Donc, ouais, c'est une vraie bonne pratique à mettre en place, selon moi. C'est génial. Merci vraiment pour ces conseils. Euh, Jean-Luc, quand on t'écoute et quand on te lit, on a envie de passer une dimension supérieure, on a envie de faire plus grand, mais de faire plus grand dans le plaisir, dans l'efficience, comme tu dis, avec efficience, comme tu le dis très bien. C'est vraiment génial. C'est un vrai plaisir de t'avoir interviewé. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux entrepreneurs, aux investisseurs immobiliers qui nous écoutent? Oui, le conseil que je donne souvent, c'est tiens dans une maxime, une phrase toute simple qui dit ce qui est au point de départ
sera à l'arrivée. Et tout ce qui n'est pas au point de départ n'a aucune chance d'arriver. Du coup, quand on veut atteindre de nouveaux résultats, quand on a de nouvelles ambitions, il est bon, selon moi, d'ausculter les fondations, de refonder son business, de réinitialiser son aventure d'investissement pour bien s'assurer qu'on a mis au point de départ de notre aventure les résultats qu'on souhaite récolter. Et je pense que quand on fait ça, on peut aller d'expansion en expansion en expansion, chaque fois en consolidant, en réinventant nos fondations. Et un conseil, une pensée que je voudrais adresser à tous ceux qui rêvent de grandir, qui rêvent d'avoir des résultats qu'ils n'ont encore jamais obtenus. Allez vous assurer que c'est bien présent à l'origine de votre entreprise, à l'origine de qui vous êtes, au niveau des croyances, tu en parlais tout à l'heure. Et quand on fait ça de manière systématique et méthodique, eh bien, on peut créer des choses qu'on pensait inimaginables. En tout cas, c'est mon expérience, puis c'est l'expérience de mes clients également. Donc voilà, ce serait ma dernière proposition pour nos auditeurs. Merci et bravo Jean-Luc. Donc je vous rappelle, Business Bénédiction, c'est un livre, c'est une formation, c'est presque une philosophie. Voilà, donc on va mettre le lien en dessous de la vidéo. Je mettrai le lien pour les gens qui veulent en savoir plus. Mais je vous invite vraiment, c'est un investissement modique par rapport à ce que ça peut vous rapporter. Je peux vous assurer que vous allez changer d'état d'esprit, vous allez changer de dimension grâce à Business Bénédiction. Donc, un grand merci à toi, Jean-Luc, et à très bientôt. Merci Ludovic. Au revoir, à bientôt. Ciao.